Il est 20 heures, nouvelle augmentation du prix des hydrocarbures dans les jours à venir au Mali, impact de la crise entre la Russie et l'Ukraine qui affecte fortement le marché pétrolier mondial. À suivre les explications des responsables de l'Office national des produits pétroliers et de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Grand format de ce 20h, gros plan ce soir sur le NINACAD, une initiative du gouvernement dans le cadre de la politique de réforme domaniale et foncière du Mali. Le but, faire face aux litiges fonciers et à la longue procédure administrative. La chronique Culture et Société s'intéresse ce dimanche à la danse des bouchers, une exclusivité de la vieille ville de Tombouctou qui s'est transportée vers Mopti, Djenné ou encore Gao. Cette danse remonte le moral et a un caractère thérapeutique et protecteur, nous dira Alpha Maïga. L'invité de ce 20h week-end est Ismaïla Doucouré, dit Master Soumi, artiste engagé. Il vient de sortir un nouvel album intitulé La main de Dieu. Bonsoir Master Soumi. Bonsoir, M. Traoré. Merci de répondre à notre invitation. Un réel plaisir pour moi. Alors, à tout à l'heure. Voilà donc pour le titre, mesdames, messieurs, bonsoir. Et nous ouvrons cette édition avec le Hajj 2022. Ils sont au total 305 pèlerins de la première vague de la filière gouvernementale à regagner Bamako en provenance de la Mecque. Tous estiment avoir beaucoup prié pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Les pèlerins ont apprécié également et salué le travail abattu par les autorités de la transition pour la bonne organisation du Hajj 2022. Boubacar Kanouté. La première vague des pèlerins maliens de la filière gouvernementale est arrivée ce samedi matin à 1h32 en provenance de l'Arabie Saoudite, lieu saint de l'islam. Après un mois d'intenses prières, les pèlerins retournent sains et saufs au Bercail. Ce devoir religieux est le 5e pilier de l'islam. Ils ont prié pour le retour définitif de la quiétude au Mali, aujourd'hui confronté à plusieurs défis. On remercie le bon Dieu de nous donner cette chance d'aller à la Mecque. Et on a fait des prières pour nous, pour notre pays, la stabilité de notre pays. Et on a remarqué une organisation parfaite du gouvernement à l'accompagnement des pèlerins. Très heureuse, très fière du Mali, parce que je n'ai pas eu de problème depuis mon départ ici jusqu'à la Mecque. Et aujourd'hui, Dieu merci, je me sens très bien et je suis bienvenue sans problème, bien passé. Le ministre des Affaires religieuses s'est réjoui de la bonne organisation du Hajj 2022, fruit de la mutualisation des efforts. Le sentiment qui m'anime ce soir, c'est un sentiment de joie, de fierté, de patriotisme et de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant et rien qu'à lui que je rends grâce. Après cela, je remercie de façon exponentielle le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui nous a facilité tout pour que nous puissions aussi au retour faciliter tout aux pèlerins maliens. Ici, nous saluons le directeur de la maison des Hajj, tout son staff, ainsi que tous les délégués de la filière gouvernementale et les pèlerins, de la bonne combinaison et la bonne connexité entre vous dans le cadre du travail qui nous a permis d'avoir cette belle organisation. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers le pèlerinage 2023. Les autorités entendent maintenir le cap pour une meilleure prise en charge des candidats au pèlerinage. Le deuxième avion est attendu ce soir aux environs de 23h55, suite de la mission des membres du Conseil national de transition à l'intérieur du pays pour expliquer le contenu de la loi électorale. Une délégation était à Nioro où elle a échangé avec les populations sur le document. Les détails avec Moussa Diakité. Ils étaient plusieurs dizaines de participants composés d'autorités administratives et coutumières, des responsables des partis politiques, des représentants de la société civile et d'hommes des médias, à répondre présent à l'appel des missionnaires du Conseil national de transition CNT. Le 17 juin 2022, la nouvelle loi électorale a été adoptée par le Conseil national de transition et promulguée le 24 juin 2022 par le président de la transition sous le numéro 2022-019. La création de l'organe unique de gestion des élections, dénommé Autorité indépendante de gestion des élections, est ainsi actée, ce qui permet de mettre fin
à l'implication de plusieurs institutions et structures de l'État dans la gestion des élections. À la fin des travaux, les participants se disent satisfaits et mieux outillés pour appréhender la nouvelle loi électorale. Avec cette loi, vraiment, je pense que les élections seront transparentes parce que la loi est tellement claire et les gens sont vraiment informés. Les gens ont reçu suffisamment d'informations. Nous sommes très ravis de cette initiative entreprise par le Conseil national de transition dans le cadre de la vulgarisation, de la démocratisation de cette loi électorale vraiment importantissime pour l'avenir des élections, de la démocratie au niveau de notre pays. La région de Nioro apprécie cette initiative première du genre et qui est en même temps une marque de considération à l'endroit des populations. Je voudrais mettre également le souhait que cette rencontre soit véritablement un espace de dialogue constructif. Cette révision profonde qui a touché les points essentiels en matière électorale est une avancée à l'actif de notre transition pour asseoir une nouvelle dynamique dans la gestion des élections dans notre pays. Auparavant, la mission s'est rendue en visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la ville. Je vous l'annonçais dans les titres, la crise entre la Russie et l'Ukraine a fortement affecté le marché pétrolier mondial. Le Mali n'échappe pas à cette situation et connaîtra dans les jours à venir une nouvelle augmentation du prix des hydrocarbures. Les responsables de l'Office national des produits pétroliers et de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali donnent d'amples explications dans ce reportage signé Mohamed Kayentao. Le marché pétrolier mondial traverse l'une de ses plus grandes crises depuis un certain temps. Occasionnée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, cette crise est marquée par la pénurie et la cherté des produits pétroliers. Même les pays développés n'ont pas échappé à cette situation. Le Mali, qui n'a aucun débouché sur la mer, en souffre plus. Surtout que dans les jours à venir, les consommateurs doivent s'attendre à une nouvelle augmentation du prix à la pompe. Chaque pays subit de plein fouet l'effet conjugué de la rareté des produits pétroliers et la flambée que cette rareté entraîne. Donc laquelle flambée frappe aussi bien les pays producteurs que les pays consommateurs, mais avec une forte répercussion, une répercussion douloureuse pour les pays enclavés comme le nôtre. Sur la base des dernières informations des marchés du pétrole, malgré la rénonciation de l'État à ses droits au cordon douanier et malgré le dynamisme de nos braves opérateurs pétroliers qui ont renoncé à une bonne partie de leur marge, alors l'augmentation très prochaine des prix à la pompe s'impose encore à notre pays. Nous mesurons la portée d'une telle mesure, mais notre responsabilité ne nous laisse pas d'autre choix. Pour permettre à la population de faire face à cette situation, les autorités ont supprimé les droits et taxes du cordon douanier. Elles en appellent également au sens du patriotisme des opérateurs pétroliers maliens. Les importateurs que nous sommes aussi ont fait les mêmes efforts en renonçant près de 70% de leur marge. Malgré tout cela, chaque mois ou sinon chaque semaine, les produits ne cessent d'augmenter sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment impossible de tenir à ces prix. Il y aura forcément une augmentation sur les prix à la pompe. Les importateurs ne peuvent plus encore tenir. Certains pays qui nous entourent aujourd'hui, on a les prix moins chers par rapport à eux. Par exemple, je donne un exemple. À la date d'aujourd'hui, il y a certains pays qui nous entourent, ont des gasoils qui tournent autour de 100 francs. Nous avons des gasoils qui tournent vers 800, sinon 811 francs. Et super carburant aussi autour de ces prix-là. Mais il faut s'attendre à l'augmentation à la semaine prochaine. En tout cas, des jours à venir, pour un niveau vraiment encore plus élevé. Le directeur général de l'ONAP assure que l'État fera bénéficier aux consommateurs les effets d'une baisse dès qu'il y a une tendance baissière.
Ensemble, nous prospérons. C'est sous ce thème que la communauté rwandaise au Mali a célébré les 28 ans de la libération du Rwanda. La journée commémore la victoire de l'armée patriote rwandaise qui a mis fin au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et a donc libéré le pays le 4 juillet 1994. Aliou Abdoulaye Touré. Au pas de danse traditionnelle, les Rwandaises sur les notes d'une chanson pour ainsi marquer la 28e célébration de la journée nationale de la libération du Rwanda. La célébration de cette journée nationale est l'opportunité de rendre un vibrant hommage aux vaillants combattants de la liberté tombés sur le champ d'honneur pour que ce jour soit. Elle est également l'occasion de rendre un hommage mérité aux héros de cette lutte, en l'occurrence le président Paul Kagame. La célébration de la journée nationale de la libération du Rwanda, appelée Kwibohora, est officiellement célébrée le 4 juillet de chaque année depuis 1994, marquant le jour où l'armée patriotique rwandaise, l'APR, la branche armée du Front patriotique rwandais Inkotanyi, a mis fin au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et a installé un gouvernement d'unité du peuple rwandais. Cette journée est aussi mise à profit par les initiateurs de tirer les leçons du passé et de renouveler l'engagement du peuple rwandais pour un développement durable. Le 4 juillet, donc, est une occasion de célébrer ces héros, nos libérateurs, ces jeunes, ces hommes et femmes du FPR à l'époque qui ont tout donné pour arrêter le génocide et libérer notre pays. À cette occasion, nous leur rendons hommage car nous leur devons notre liberté. Le thème de la Kwibohora 28, Ensemble nous prospérons, prend toute sa pertinence dans le contexte de résilience et d'espoir en l'avenir qui marque la célébration de la fin du génocide contre les Tutsis grâce à l'intervention décisive du Front patriotique rwandais le 4 juillet 1994. La tragédie humaine ainsi stoppée a coûté la vie à plus d'1 million de personnes innocentes, principalement des Tutsis, ainsi que d'autres personnes qui s'opposaient aux tueries. Le Mali est fier de se compter parmi les amis et partenaires de cette grande nation qui consolide au quotidien les acquis de 28 années de réalisation sous le sceau de la bonne gouvernance et de la citoyenneté inclusive. La 28e célébration de la Journée nationale de la libération du Rwanda a émerveillé plus d'un. À Kidal, la SEMA, partie signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a installé aujourd'hui son nouveau président, Al-Gabas Ag Intala. La cérémonie de passation a été marquée par la présence du gouverneur de la région, colonel Fodé Malik Sissoko. Le reportage est signé Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka. Dans le cadre de la présidence tournante, les structures de la SEMA ont procédé à l'installation du nouveau président aujourd'hui à Kidal, une cérémonie qui a servi de cadre pour le chef de l'exécutif régional, le colonel Fodé Malik Sissoko, pour rappeler les priorités et les défis à Kidal. L'étape finale de rechercher des plus hautes autorités de notre pays réside dans la paix et dans la réconciliation nationale retrouvée. Force est de noter à suffisance que cela passe par des points d'articulation tels que le retour des services sociaux de base. Les leaders des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation restent des partenaires privilégiés auprès de l'État. C'est pourquoi j'ai profité de la session pour en appeler à leur leadership, à leur patriotisme, que cette paix soit une réalité, mais aussi et surtout une priorité. Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées, aux femmes, à la MINUSMA et à toutes nos communautés au nom de la SEMA. Vos présidents comptent mettre à profit cette confiance renouvelée pour consolider les acquis et impulser une nouvelle dynamique pour la paix et la réconciliation. Nous remercions tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Nous remercions aussi le RTM pour cette opportunité. La nouvelle feuille de route de la SEMA vise l'unification de ces mouvements et la paix pour tous.
Il faut rappeler que le nouveau président a tenu à encourager tous les acteurs œuvrant pour la consolidation de la paix, malgré les nombreux défis auxquels fait face la 8e région. On en vient au grand format de la rédaction groupant ce soir sur le NINACAD, un document initié par le gouvernement pour faire face aux litiges fonciers et à la longue procédure administrative. Le NINACAD est mis en place dans le cadre de la politique de réforme domaniale et foncière du Mali. Nyanya Alou Traoré s'est intéressé à la question. Son reportage. Il est seulement 7 heures du matin, mais visiblement, nos interlocuteurs semblent être réveillés depuis bien longtemps. Depuis 6h. Depuis 3h28. Alignés en file indienne, très tôt le matin et sans aucune amertume, ils sont là probablement pour un but bien important et précis. On a deux cartines à rénover. Sur le message chima. Bon, en clic m'a rendez-vous là, mais le message chima fana kan rappeler. Donc un système kan. Oui, le retrait de la fiche NINACAD, et il se fait au niveau du secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali. La petite rue qui mène au bâtiment abritant le secrétariat est prise d'assaut, ce qui donne lieu au développement de petits commerces. Poursuivons notre marche, car nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Notre curiosité nous amène vers ceux-là assis presque à terre. Après plus de 400 mètres de marche, de fil, si on peut le dire, nous voilà enfin devant l'entrée principale. Nous allons voir ce qui se passe dedans, comment s'est organisé tout ça. En franchissant le portail, on tombe sur le secrétaire permanent de la structure, le colonel-major Djefaga. Lamine, où est l'autre? Vous allez faire, il faut faire rentrer les... Ils n'ont pas le temps là, ils vont aller rapidement. Mais oui. Aussitôt sorti, aussitôt tout s'enchaîne. Tout de suite, ça va aller vite. On a mis un système d'organisation à l'intérieur qui fait qu'on va essayer de scinder un peu les communes, quoi. Les montres affichent 7h30. Les activités prennent effectivement de l'allure. Comme un ballet, chacun joue sa partition. De la porte d'entrée jusqu'à cette table disposée ici et là. L'équipe qui est sur place tout de suite là est chargée de remettre les fiches NINACAD. Donc l'accueil qui va rentrer, une fois que les gens rentrent, on va les scinder par numéro de dépôt. Nous faisons des lots de 100 pour que ça aille vite. Comme à l'image de cette organisation quasi-militaire, le secrétariat vise un seul objectif, le cadastre sur l'ensemble du territoire national. Ici, les usagers viennent pour retirer les fiches NINACAD. Le NINACAD, c'est le numéro d'identification nationale unique cadastrale qui est attribué à chaque parcelle, bâtie, non bâtie, y compris les champs. Dans le district de Bamako et les communes déjà qui sont couvertes par nos travaux, à peu près 21 communes qui sont couvertes par nos travaux actuellement. Ça nous fait environ plus de 800 000 parcelles déjà enregistrées. Nous invitons tous les usagers à venir s'enregistrer. Nous sommes en train de mettre une base de données qui sera utilisée dans le guichet unique du foncier. Ça, c'est une action prioritaire du gouvernement. Donc, cela sous-entend qu'on ne peut plus rien faire dans le guichet unique du foncier sans NINACAD. Donc, chaque propriétaire de parcelle est obligé de venir s'enregistrer. Priorité aux personnes âgées et handicapées. Les cieux Porgo et Simaga, que l'on retrouve à la sortie, ont déjà leur sésame à main. Ce n'est pas ma première fois, hein. J'ai 2 concessions. Donc c'est la 2e fois que je me présente ici. C'est très rapide, très rapide. Ça s'est très bien passé. Je suis venu ici depuis 6h25 avec le monde. On m'a dit de m'arrêter ici, qu'ils vont m'amener. Et puis effectivement, c'est fait. La file d'attente est hélas impressionnante. Tenez, pour la seule journée de ce lundi, plus de 5000 retraits doivent être faits du matin au soir à la descente. Bon, maintenant, la solution sera là, à décentraliser pour que
J'ai l'impression qu'ils ont choisi un seul jour pour tout le monde là. Le mieux c'est de décaler, au moins de répartir un peu mieux quoi, les gens. Propriétaires de parcelles, maisons et champs, Maliens d'ici et de la diaspora, chacun est pris en charge au secrétariat qui est par ailleurs au diapason de son temps. Cette chiffre que vous voyez, vous avez juste en haut le numéro d'identification nationale unique cadastrale et vous avez surtout le QR code. Ce QR code est très important. Ça permet de sécuriser la fiche et de permettre à chaque usager, à chaque propriétaire de parcelle d'aller visualiser à travers le smartphone directement sa parcelle sur le terrain. Sur ces notes bienveillantes, nous prenons congé de ce beau monde avec cette conviction en tête. Il est réellement possible de faire bouger les lignes. Il suffit de la volonté et d'une dose de pugnacité pour que le Mali se porte au mieux. C'était le grand format de la rédaction. Le savez-vous, le 19 juillet prochain correspond au nouvel an selon le calendrier africain. En prélude à cet événement, le groupement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine a organisé un débat pour informer la jeune génération sur l'existence d'un tel calendrier. Anchata Koulibaly. Le groupement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine ambitionne de revaloriser les cultures et la tradition négro-africaine. C'est dans cette optique que cette association a organisé cette conférence débat qui vient d'ailleurs en prélude à la célébration du Nouvel An africain prévue pour ce mardi. D'où le choix du thème « Célébrons le Nouvel An Kamit 6259 du calendrier africain ». Les gens ne connaissent pas nos traditions. Nous sommes des Kamites, ça est des Africains. C'est depuis l'Égypte qu'on nous appelle Kamites. Le nouvel an Kamit, donc c'est la fin d'année, c'est la nouvelle année authentique du peuple noir. Donc on a fait cette conférence-là pour l'annoncer. Nos attentes, c'est que les jeunes comprennent. Au cours de cette rencontre, les conférenciers ont mis un accent particulier sur l'historique du calendrier kamite, mais surtout les liens entre celui-ci et les calendriers grégoriens. Et ce calendrier kamite a été élaboré après de longs millénaires d'observations par nos ancêtres de l'Égypte pharaonique. Et c'est à la suite de ces observations-là qu'ils ont établi ce calendrier 4236 ans avant le calendrier actuel en cours, calendrier grégorien, qui n'est qu'une imitation de ce calendrier kamite, avec certainement des imperfections. Nous allons les accompagner à fond pour vraiment préserver la laïcité, surtout la démocratie. La conférence a été aussi une occasion pour le président du 3RNA, Maya, de présenter son tout nouvel ouvrage intitulé « Le Mali sous le colonel Assimi Goïta, la rectification, acte 1 ». Un livre de 156 pages qui parle du Mali et de sa transition actuelle. Point Covid du jour. Ce dimanche, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 1394 tests réalisés. L'on note un guéri et 0 décès à ce jour. 19 patients sont sous traitement. Les autorités sanitaires multiplient les appels au respect des mesures barrières. Et en image également, et du sourire sur les lèvres avec des quintuplés nés aujourd'hui à 2h du matin au CHU Gabriel Touré. Ce sont 4 garçons et une fille, selon les médecins approchés par nos équipes aux environs de 14h. La maman et les 5 bébés se portent bien. Santé et longue vie heureuse au niveau-né. Je rappelle également, vous le voyez sur les images, que c'était en présence de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'enfant et de la famille. Et l'on en vient à l'invité de ce 20h au week-end. Nous recevons ce soir Ismaïla Doucouré, dit Master Soumi, artiste engagé. Il vient de sortir un nouvel album intitulé La main de Dieu. Master Soumi, bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Encore une fois, merci de répondre à notre invitation. D'abord, une réaction à ce que vous venez de voir
les quintuplés. Merci pour l'invitation. Et en tant que fils des sages-femmes, j'ai surtout d'abord envie de dire félicitations aux heureux parents. C'est vraiment du bonheur, c'est du bonheur. Et voilà, que Dieu puisse donner une très longue vie à ces bébés. Et voilà, dans la santé. Et voilà. Amen. La main de Dieu, c'est le titre de votre tout nouvel album. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? La main de Dieu, d'abord, la phrase, c'est une métaphore, ce nom, la main de Dieu. Mais aussi, j'essaie de faire une analyse générale de notre croyance et aussi de l'interprétation que nous faisons de nos différentes religions. Et les religions sont très souvent utilisées. À quelle fin? Lorsque, par exemple, une personne va s'asseoir sur une radio pendant près de 2 heures de temps pour dire « je vends tel médicament », je dénonce surtout cela parce que vendre des médicaments et dire aux gens utiliser telle ou telle chose pour devenir riche, ça pousse les gens à devenir fainéants. Mais aussi, la main de Dieu est un appel au travail et à la rigueur. Est-ce que nous devons nous asseoir, croiser les bras pour dire que Dieu fera tout le travail qui est de notre responsabilité à notre place? Dieu n'a pas que nous comme enfants. Dieu a les Américains, les Chinois, les Japonais, les Européens. Et Dieu s'occupe de ces enfants qui se prennent au sérieux. Très bien, c'est votre 5e album, hein? Oui. 6 ans après, presque 6 ans après. Oui. Pourquoi ce long temps pour sortir Oui. Bon, c'est vous étiez un manque d'inspiration ou quoi? Non, pas un manque d'inspiration, mais après déjà 4 albums sur le marché, il fallait quand même aussi prendre un peu de recul pour se réinventer parce que la musique évolue de jour en jour, surtout le rap qui est une musique urbaine. Et il fallait travailler à améliorer déjà ce que j'ai l'habitude d'offrir aux fans, travailler sur la rythmique. Quand vous écoutez cet album, il y a une très grande différence comparativement à mes albums précédents. Mais aussi pendant tout ce temps, moi et mon manager, nous nous sommes lancés dans plusieurs initiatives. Nous avons créé beaucoup d'initiatives dans le sens de promouvoir le hip-hop malien, notamment notre festival, Festipop Rapou Dorokou. Mais malgré aussi que je ne faisais pas d'album, je faisais régulièrement des singles, mais aussi le journal télévisé rappé, Befo Rapou, qui est une combinaison de la musique et de l'information. Donc, il y avait beaucoup d'autres projets sur lesquels je travaillais durant tout ce temps. Vous abordez plusieurs thèmes dans cet opus, la religion, vous l'avez dit, la cohésion sociale, l'armée, la bonne gouvernance, même les changements climatiques. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous inspire tout cela? Bon, je suis un artiste, je dirais un artiste militant, engagé, et qui dénonce tout ce qui est tard de la société, mais qui fait aussi ses propositions concrètes à travers les différents phénomènes et tout ce qui est tard, tout ce qui est problème qui mine notre développement, des questions de gouvernance, des questions de justice et aussi même... Parlant de démocratie, la redevabilité, pourquoi cette absence de redevabilité au sein de notre démocratie? C'est ce qui pose des problèmes, mais aussi des questions de sécurité. Je suis un artiste, je suis un porteur de messages, et un leader d'opinion. Justement, le pays traverse une situation particulière et vous avez rendu un hommage aux Fama dans un titre. Je vous propose d'abord de suivre un extrait de cette chanson. Double Seven. Check, drop. Ate olufo nyina kana kulko olu chama joli bono dara kuteni nutu faso kanu alme yode fo jamana kanu alme mali bode ko fonye watibe mani sorda siuka folido olo masirita. J'aime bien particulièrement ce titre qui rend hommage aux Fama. Qu'est-ce qui a motivé la composition de cette chanson? Je dirais c'est la deuxième production que je fais pour rendre hommage à l'armée. Lors de la reconquête en 2013, j'ai fait un titre qui s'appelle Signé Keley. Et puis aussi, pour cette fois-ci, vous convenez bien avec moi que depuis un certain temps, le peuple malien applaudit cette montée en puissance de notre armée. Mais l'objectif était surtout de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui côtoient la mort, qui se battent au péril de leur vie pour que la paix et la stabilité puisse revenir dans notre pays. Ce n'est pas pour dire l'armée a tout nettoyé et tout, mais c'est pour encourager ceux qui sont sur le front, mais aussi rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Parce que l'armée, c'est le bien commun. L'armée est le creuset de notre unité nationale. L'armée, c'est la grande miette. C'est de notre rôle et de notre responsabilité de toujours rappeler cela aux uns et aux autres.
Parlons un mot sur la nouvelle génération de rappeurs. Hein. Vous êtes quand même un jeune doyen dans le métier. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces jeunes rappeurs au Mali? D'abord, je rends hommage à mes frères qui ont participé, qui ont posé leur voix sur cette chanson avec moi, notamment Ibawan, le Gladja et le groupe Calib 27, Darek Keb, Debeto King, Amenji, Dr Keb. Donc voilà, je remercie tous ceux-ci. Mais mon regard, c'est que le rap malien a évolué sur le plan technique. Sur le plan technique, c'est-à-dire quand nous on commençait, il n'y avait pas vraiment de studios dignes de ces noms et pour pouvoir enregistrer des sons de qualité. Nos aînés même étaient souvent obligés d'aller s'enregistrer à Dakar ou à Abidjan ou bien au Burkina. Mais aujourd'hui, il y a des studios un peu partout qui produisent des bons sons. Il y a des bons beatmakers qui ont vraiment les doigts magiques. En termes de contenu. Mais en termes de contenu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est sur ça d'ailleurs que nous travaillons à travers Festipop. Lorsque nous organisons ce festival à travers des ateliers de formation, des ateliers d'écriture, ce volet éducatif permet de pousser les rappeurs à aller vers des thématiques, c'est-à-dire il faut chanter Djarabi ou autre chose, mais une partie de la musique aussi doit rester au niveau de la tête pour conscientiser la population et sensibiliser la jeunesse. Quels sont les projets de master soumis après la sortie de cet album? Bon, les projets surtout imminents, et on vient de sortir l'album, on va exploiter l'album, chaque 2 ou 3 mois on va faire un nouveau clip, c'est un album de 10 titres, mais là dans quelques jours déjà je pars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis pour une tournée et puis pour d'autres activités pendant quelques semaines. Et il y a aussi d'autres voyages en Europe. Mais on va aussi réfléchir encore parce qu'on donne un peu de temps aux gens, aux uns aux autres, ceux qui achètent l'album sur les plateformes de téléchargement, de bien découvrir l'album, de comprendre les chansons pour pouvoir organiser après un éventuel concert dédicace, Inch'Allah, ici à Bamako. Très bien. Avant de vous laisser partir, un message particulier aujourd'hui à lancer aux Maliens? Bon, aux Maliennes et aux Maliens, surtout à la jeunesse, dire tout simplement que nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Nous sommes dans une période très très difficile, complexe, mais qui n'est pas qui est à la portée de tous les Maliens, de tous les fils du pays. Il faut profiter de cette occasion. Cette occasion doit être une opportunité pour nous pour bâtir un pays vraiment solide, une démocratie consolidée, une véritable démocratie, mais aussi travailler à ce que la cohésion et la paix puissent véritablement régner pour toujours et retrouver le Mali d'antan. Donc aussi le message à l'endroit de la jeunesse, dire tout simplement que personne ne viendra construire ce pays à notre place et c'est à nous de travailler, c'est à nous de se serrer les coudes, c'est à nous d'être de plus en plus responsables. Voilà. Encore une fois, merci d'être passé par là. Merci beaucoup. Bon courage. C'est à moi de vous remercier. À très bientôt, Nasser Soumi. Merci. La chronique Culture et Société s'intéresse ce dimanche à la danse des bouchers, une exclusivité de la vieille ville de Tombouctou qui s'est transportée vers Mopti, Djenné ou encore Gao. Cette danse remonte le moral et a un caractère thérapeutique et protecteur. C'est du moins ce que nous dit dans ce reportage Alpha Maïga. Tombouctou brille par son patrimoine culturel dont un des mystères réside dans les danses au rythme et aux pas uniques. Barbarba, ou danse des bouchers, est très prisée. Cette danse est propre à la Sainte Tombouctou, cela pour magnifier le travail, oublier ses douleurs et en tirer une philosophie. Le boucher dispose d'une liberté d'expression que n'ont pas les autres composants de la société. Le boucher, ils sont nés dans la joie et il vit dans la joie et c'est la joie qui fait tout. On chante pour tout simplement pour animer l'animation sociale. Notre travail, il a besoin de chansons pour l'encouragement de travail. Le boucher est pourri, pour avoir de l'or, il faut carrément creuser. Et on ne peut pas creuser sans ne pas avoir le salité de le sable. Et c'est l'or et le diamant qui est en bas. Un événement artistique, festif, qui donc, après le travail, permet de réunir la corporation.
On estime d'ailleurs que tout comme chaque famille a sa bibliothèque, chaque terroir de la cité des 333 saints possède sa danse particulière. Et comme on est dans la ville mystérieuse, la danse des bouchers est pleine de magie. Il y a des secrets vrais, que nous, on ne peut pas dire parce que ça nous dépasse. Quelque chose qui est plus âgé que ton père. Ton grand-père, tu ne demandes pas ton père avec. Il y a un système de diable qui s'élève parce que quand il n'y a pas des animaux, souvent il y a le secret. Quand on fait notre fête là où les animaux se trouvent, ça facilite d'arriver. La danse des bouchers, c'est une danse qui se fait à partir d'événements précis. Un mariage dans une famille de bouchers, une circoncision dans une famille de bouchers, l'intronisation d'un chef boucher. Barbarba est propre au quartier d'Ingareber et au boucher de Tumboutu. À travers cette danse, le maître boucher éloigne le malheur que peuvent générer des médisances ou le mauvais sort. Cet exercice protège aussi le boucher des accidents propres à son métier. Le couteau, ça nous coupe très bien, mais on a le secret. Il y a des gens qui ça coupe, il y a des gens qui ça ne se coupe pas. Mais nous, on est né avec ça, on est obligé d'utiliser avec ça. À Djingareber, ça c'est l'origine. Ça c'est Djingareber. Même lui-même danse les barbarbana. Mopti, Tombouctou, Gao. Ça, il faut mettre les trois là ensemble. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes familles. Chaque pas de danse exécuté par un membre d'une communauté est synonyme d'appel au génie protecteur. Quand il y a des morceaux, on ne peut pas savoir. Ma foko bena da foina akoyeje ili foyo sarkandu mi okoyinje na anada fon. Je peux pas te dire le secret de ça. Lunku masa konje. C'est ce qu'on dit ça. Ça c'est soleil. C'est une danse qui est dans le patrimoine culturel immatériel de Tombouctou. Le berceau des bouchers à Tombouctou, c'est le quartier de Djingareber, une danse qui est liée au patrimoine culturel immatériel de Tombouctou. Barbarba est une danse complète mais délaissée par les conservateurs eux-mêmes qui ne perpétuent plus la tradition et qui ont tout orienté vers la modernisation. La faible pratique de cette belle danse laisse un vide. Et pourtant, dans un passé récent de tourisme florissant et de paix, le visiteur d'un soir de Tumboutu, le tourisme occidental ou la délégation ministérielle nationale avait toujours de l'opportunité pour découvrir ces pas qui faisaient renaître la culture de Tumboutu al-Bilal Soudan. Le journal des sports, c'est avec Kodi Sibi qui vient de me rejoindre en plateau. Bonsoir Kodi. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Alors, c'est parti depuis hier pour la deuxième édition de la Coupe ORTM. L'événement a mobilisé du beau monde au stade Mamadou Konaté. Oui, du beau monde, vous l'avez dit, effectivement. Pour le match d'ouverture, l'équipe de la commune 4 était face à celle des Kati et à l'issue des matchs plein de rebondissements. Eh bien, les équipes ont partagé les points, 2 buts partout et rassurez-vous, eh bien, c'est un match dont le niveau était supérieur à certains matchs du championnat de Ligue 1 pour dire que ces jeunes ont du talent. Ils ont juste besoin d'être encadrés. Je ne vous en dis pas plus. Alors, on va regarder cette première rencontre, franchement, qui a été une rencontre dont le niveau technique était au-dessus de la moyenne. Seragatou Cissé nous fait le compte-rendu. Mobilisation exceptionnelle au stade Mamadou Konaté pour cette deuxième édition de la Coupe ORTM réservée aux moins de 20 ans. L'ORTM, la Ligue de Bamako et le parrain Yacouban Tomini Diakité rebellotent en unissant les efforts. Tout a été ficelé par la grande commission d'organisation pour rendre la fête de la jeunesse agréable, mémorable, unique, historique et sensationnelle. En impliquant les autorités communales grâce à la Ligue de Bamako, la Coupe ORTM est une belle tribune d'expression. Le choix de la commune 3 pour le lancement de la Coupe ORTM édition 2022 est une réelle opportunité pour notre commune de consolider le processus de paix et de renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes du Mali. Le sport, on le sait, est un facteur de paix, d'amitié, de solidarité et de communion de cœur et d'esprit entre les jeunes, les citoyens et entre les générations. Ce tournoi juvénile de 2 mois d'intenses batailles sur la pelouse du stade Mamadou Konaté
atteste l'importance du sport dans le développement socio-éducatif du pays. À travers la relance de cette activité sportive de masse, l'ORTM entend susciter un regain d'engouement pour le sport chez les jeunes. La période coïncide en effet avec les grandes vacances, moment idéal pour occuper nos enfants. Et comme vous le savez, notre pays est aujourd'hui confronté à des défis majeurs sur les plans de développement et de la sécurité. Comme l'année dernière, le parrain Yacouban Tomini Diakité accompagne l'ORTM. L'édition 2021 a été une réussite, ce qui nous a incité à parrainer encore la nouvelle édition de 2022 parce que nous avons vu l'engouement autour de l'édition 2021, surtout les maires, toute la population du district. Et cette année, nous avons décidé de l'étendre à Kati et à Bougouni pour donner beaucoup plus d'envergure. Comme on l'a dit, l'ORTM, c'est la passion du service public. Le plateau est cédé aux 22 acteurs. La commune 4, détentrice du trophée, ouvre le bal face à l'équipe de Kati. Le temps pour les officiels de regagner leur place, Seydou Konaté de la commune 4 trompe la vigilance du portier de Kati. On est à la première minute. Abdul Aziz Konaré égalise à la 46e minute. Son coéquipier Amadou Betraoré limite 4 minutes plus tard. La commune 4 a eu les ressources de revenir dans le jeu à la 58e minute sur pénalty par Sori Traoré. Score final, 2 buts partout. Abdul Aziz Kondé de Kati est désigné homme du match par la commission technique. La compétition suit son cours normal. Un événement à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 2, la radio chaîne 2 et nos plateformes digitales. Voilà, en tout cas, Ibrahim Traoré, l'équipe de Kati, la nouvelle arrivée, a prouvé donc qu'elle avait du talent. En témoigne, l'homme du match est venu de cette équipe de Kati hier. Alors, on va voir les images fraîches de cet après-midi avec, bien évidemment, l'autre rencontre du groupe A qui a vu la victoire de l'équipe de la commune 2 aux dépens de la commune 5, 2 buts à 1. La commune 2 qui est donc en jaune. Voilà, et vous apercevez donc ce but de la commune 2. Ils vont en marquer 2 contre 1 pour l'équipe de la commune 5 qui n'a pas du tout démérité. Voilà, et voilà, sous la pluie. Voilà. Voilà. Donc, la commune 2, du coup, prend la tête de ce groupe A avec 3 points. Voilà, elle est suivie des équipes qui ont joué hier, c'est-à-dire la commune 4 et celle de Kati, avec 1 point chacune. Rendez-vous le week-end prochain, cette fois-ci avec l'entrée en lice du groupe B. On aura samedi, voilà, samedi donc commune 6, commune 1, et puis dimanche, commune 3 contre l'équipe de Bougouni. Parlons à présent du basketball avec la 11e journée du championnat national de première division, Kodji. Oui, une 11e journée à l'issue de laquelle les équipes hommes et dames du Stade Malien de Bamako se sont taillées la part du lion. Elles sont d'ailleurs premières, vous apercevez les rencontres des hommes. On va commencer par les résultats, bien évidemment, chez les hommes. Victoire du Stade Malien de Bamako au dépens de l'AS Police 75 à 65. Et l'AS Mandé s'est imposé devant le Djoliba Athletic Club. C'est ce match d'ailleurs que vous êtes en train d'apercevoir. 77 à 60. Attaque Club de Kidal a battu l'AS Real 65-63. Enfin, le Tata a perdu à domicile face à l'AS Commune 6 81 à 58. On s'intéresse aux rencontres des dames. Alors, le Stade Malien de Bamako a pris le meilleur sur l'AS Police 65-49. Le Djoliba Athletic Club de Bamako a battu l'USFAS 85-40. Attaque Club de Kidal a gagné 61-57 devant l'AS Real. Et Calaban Sport est allé battre à Koutiala l'USM 62 à 30. Voilà donc les informations par rapport à cette 11e journée du championnat national de basketball. Merci. Merci beaucoup, Kodi et Sibi, d'être passés par là. Alors, Kodi, il a plu aujourd'hui un peu partout au Mali, à Bamako et à l'intérieur du pays. Et des images exclusives nous viennent de Djoila. À Djoila, où il y a eu d'énormes dégâts, en tout cas après cette pluie de ce dimanche. Nous notons 104 mm, s'il vous plaît.
104 mm d'eau entraînant des dégâts matériels importants dans les villages de Nematoulaye et Tiendo Bougouba, informé le gouverneur de la région. Et ses services techniques se sont vite rendus sur les lieux pour apporter leur soutien et la compassion des plus hautes autorités du pays et aux familles sinistrées. Je rappelle que ces inondations ont aussitôt mobilisé également des éléments de la protection civile, les policiers du commissariat de Dioïla, qui se sont battus pour qu'aucune vie ne soit perdue dans cette calamité. C'est du moins ce que nous signale notre correspondant sur place, Daniel Fomba. Un hommage a été rendu ce matin à l'école de police à 2 policiers qui nous ont quittés. L'adjudant Seydou Osako, victime d'une attaque barbare perpétrée par des terroristes au poste de Zantigila, et le contrôleur général Joseph Doumbia, décédé hier à la suite d'une courte maladie. Les 2 hommes ont reçu des honneurs dus à leur rang. Le reportage est signé Boubacar Kanouté. La police nationale endeuillée par la mort de 2 de ses éléments. Il s'agit de l'adjudant Seydou Sako. Quant au second, le contrôleur général Joseph Doumbia, il est mort d'une mort naturelle car décédé à la suite d'une courte maladie ce vendredi. Les dénominateurs communs entre ces 2 hommes est leur patriotisme, leur assiduité au travail ainsi que leur professionnalisme. Nous sommes ce jour rassemblés autour de la dépouille mortelle de feu adjudant de police Seydou Sako, enlevé à notre grande affection à la fleur de l'âge suite à une attaque lâche et barbare des bandits armés perpétrée contre le poste de contrôle des Antigila sur la route de Sékou dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022 aux environs de 2 heures du matin. De 2010 à nos jours, il a servi au groupement de sécurité routière GSR de Bamako, compagnie des motards, son dernier poste. Fonctionnaire émérite, doté d'une conscience professionnelle aiguë et d'un sens élevé du devoir, il a été noté et apprécié ainsi qu'il suit par ses différents chefs hiérarchiques, éléments disciplinés, disponibles, dévoués, dynamiques et travailleurs. Le contrôleur général Joseph Doumbia, appelé par affection par ses collègues Jo. Il est né le 12 février 1960 à Kati. Formateur, fonctionnaire émérite, doté d'une conscience professionnelle aiguë et d'un sens très élevé du devoir. Il a été noté, apprécié ainsi qu'il suit par ses différents chefs hiérarchiques. Excellent, cadre courageux, gros travailleur, discipliné, dévoué, ponctuel, courageux, courtois, laborieux, donne entière satisfaction. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile promet une réponse drastique pour arrêter ces attaques sporadiques qui endeuillent la nation, avant de s'incliner devant les dépouilles. Le Mali vers une 4e république, c'est le thème de votre émission Question d'actualité ce soir. Une nouvelle constitution est en cours de rédaction. Les membres de la commission ont été installés par le président de la transition mardi dernier. Quelle est la nécessité d'une nouvelle constitution pour le Mali? Les Maliens peuvent s'attendre à quel changement? Constitutionnalistes et sociologues apportent des éclairages. À suivre, question d'actualité après ce journal, une émission ou un débat animé par Sira Batilier. C'est ce qui met fin donc à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.